On a tous en tête cette image de 1969, le drapeau américain planté sur la Lune. C'était la victoire symbolique des États-Unis sur l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, le paysage spatial a complètement changé. On n'est plus du tout dans un duel, c'est devenu une véritable mêlée mondiale. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est qui domine vraiment l'espace aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles rivalités et surtout, pourquoi est-ce que cet enjeu est devenu aussi crucial? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. À l'époque, franchement, les règles du jeu étaient simples. Il y avait deux camps, bien clairs, bien définis, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. Ils étaient engagés dans une compétition technologique, idéologique, bref, une course pour la suprématie spatiale. Mais aujourd'hui, la situation est infiniment plus complexe. On a vu la Chine monter en puissance à une vitesse folle. Des entreprises privées comme SpaceX ont carrément créé une nouvelle économie, et plein d'autres pays ont maintenant la Lune dans leur viseur. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre qui domine, il faut regarder deux choses essentielles. D'abord les budgets, l'argent qui est mis sur la table, et ensuite le nombre de satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Commençons par suivre l'argent. Ce graphique, il est sans appel. En 2024, le budget spatial mondial, c'est environ 135 milliards de dollars. Et sur cette somme, les États-Unis en dépensent 80 milliards à eux seuls. C'est juste une domination écrasante. Très très loin derrière, on va trouver la Chine et l'Europe qui tournent autour des 20 milliards, et puis la Russie qui, elle, capitalise surtout sur son immense héritage technologique. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cet argent n'est pas du tout dépensé de la même façon. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le modèle New Space. En gros, on s'appuie massivement sur le secteur privé pour innover et faire baisser les coûts. La Chine, elle, a choisi un modèle hybride. L'État garde le contrôle, mais il stimule en même temps des investissements privés très stratégiques. La Russie, elle, reste très centrée sur l'État. Tandis que l'Europe, malgré des pôles d'excellence, elle a du mal à parler d'une seule voix. La coopération est souvent freinée par des intérêts nationaux qui ne vont pas toujours dans le même sens. Passons maintenant au deuxième indicateur clé, les satellites. C'est vraiment là-haut, sur ce qu'on pourrait appeler les autoroutes orbitales, que se joue une bonne partie de la domination stratégique de l'espace. Alors, à première vue, on se dit que la domination américaine est totale, sans discussion. Sur les quelques 15 000 satellites actifs prévus pour la fin 2024, plus de la moitié sont américains. C'est une avance considérable. Sauf que, ces chiffres bruts, aussi impressionnants qu'ils soient, ils cachent une réalité qui est beaucoup plus nuancée. Ce n'est pas si simple. Le point crucial, le voilà, Starlink. Il faut bien comprendre que les 2/3 de tous les satellites américains appartiennent en fait à cette méga constellation de SpaceX. Le modèle économique de Starlink, qui est de fournir un accès à Internet depuis l'orbite basse, exige des milliers et des milliers de petits satellites pour pouvoir fonctionner. Et ça, évidemment, ça gonfle massivement les chiffres globaux des États-Unis. D'ailleurs, si on regarde à quoi servent tous ces satellites, on voit très bien l'explosion du secteur commercial, qui est largement tiré par Starlink. Mais il ne faut surtout pas oublier les secteurs civils. Et plus important encore, le secteur militaire, qui sont en pleine croissance et qui représentent des enjeux stratégiques bien plus directs. Et c'est là que le tableau change complètement. Si on se concentre uniquement sur les satellites gouvernementaux et militaires, c'est-à-dire les yeux et les oreilles stratégiques des nations, la compétition est bien plus serrée qu'on ne le pense. La Chine fait quasiment jeu égal avec les États-Unis, avec environ 350 satellites chacun. On voit donc que la course stratégique, elle, est très très loin d'être jouée. Cette montée en puissance des satellites militaires, ça nous amène forcément à une question de plus en plus pressante, celle de la militarisation de l'espace. Et le gros problème, c'est que le cadre juridique qui est censé réguler tout ça date d'une autre époque. Le texte fondateur, c'est le traité de l'espace de 1967. L'intention de départ était vraiment noble, garantir une utilisation pacifique de l'espace en le considérant comme un bien commun de toute l'humanité. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Le traité, en fait, il n'interdit que les armes de destruction massive, pas du tout les armes conventionnelles. Il autorise aussi une militarisation dite défensive, sans bien définir ce que ça veut dire, et surtout, il ne dit rien sur les technologies à double usage. Résultat, ces failles béantes permettent une militarisation rampante sans pour autant violer techniquement le traité. Et ce concept de technologie à double usage, c'est vraiment le cœur de cette zone grise. Un exemple tout simple. Un satellite d'observation de la Terre peut servir pour la recherche sur le climat, mais aussi pour du renseignement militaire. Le système GPS, il guide nos voitures, mais il guide aussi des missiles. C'est cette ambiguïté qui est largement exploitée aujourd'hui. Au-delà de l'orbite terrestre, une toute nouvelle course est en train de se dessiner. Et cette fois-ci, c'est vers la Lune. Et là encore, on voit émerger deux grands projets concurrents, portés par deux alliances bien distinctes. D'un côté, on a les accords Artemis, qui sont menés par les États-Unis. Leur but, c'est de faire revenir l'humain sur la Lune aux alentours de 2030, en impliquant très fortement le secteur privé.
De l'autre côté, on a le projet chino-russe ILRS pour Station internationale de recherche lunaire. Eux, ils prévoient d'abord d'installer une base robotisée à peu près à la même échéance, mais sous un contrôle étatique très strict. 2 approches, 2 philosophies, vraiment. Mais au fait, pourquoi ce retour soudain vers la Lune? La réponse, elle se trouve dans ses ressources. D'abord, il y a la glace d'eau qui est concentrée au pôle sud. C'est essentiel pour la vie, mais aussi pour produire du carburant pour les fusées. Il y a aussi le régolithe, cette poussière lunaire, qui pourrait servir à imprimer en 3D des matériaux de construction directement sur place. Et puis, il y a le grand rêve, l'hélium-3, un isotope très rare qui pourrait un jour, qui sait, alimenter des réacteurs à fusion nucléaire. Finalement, cette course à la Lune, elle révèle surtout 2 visions complètement opposées pour l'avenir de la gouvernance dans l'espace. D'un côté, la vision Artemis, qui pousse pour une interprétation assez souple du traité de 1967, autorisant l'exploitation des ressources et donnant un rôle central aux entreprises. Et de l'autre, le bloc sino-russe, qui plaide pour une gouvernance multilatérale stricte sous l'égide de l'OMI pour créer un véritable droit international de l'espace, un peu sur le modèle du droit de la mer. Alors que les ambitions se multiplient et que les lois peinent à suivre, la grande question reste posée. Est-ce que l'espace restera ce domaine d'exploration pacifique pour le bien de tous, comme on en rêvait, ou est-ce qu'il est en train de devenir le théâtre de nouvelles rivalités stratégiques ? L'avenir de notre présence au-delà de la Terre, eh bien, il se joue maintenant.